Oh là 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 là. Le football, il a changé. Mais c'est fini. J'avais assez de cette bande de racailles. Meilleur, c'était des Noirs et des Arabes. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la zone, comme on dit ici. Prenez place, il fait bon, il fait chaud. Vous voyez, le plateau est déjà bien rempli. Petit check sur le nombre des abonnés sur notre chaîne YouTube de la zone. On est déjà à plus de 9000, on approche des 10 000. Et qui dit bientôt les 10 000, bientôt le million. Ouais, on progresse. Les présentations, potentiellement, ils font la gueule autour de cette table. On commence par qui? On commence par Jonathan Bellin. Mister Bellin, comment ça va aujourd'hui? Bonsoir, ça va très bien. Je suis vraiment d'une humeur exécrable. Ça se voit pas après cette belle semaine européenne des clubs français. Ouais. Bon, il y en a un surtout qui a floppé. On en parlera peut-être un petit peu. My little Bobo, my boo, comme disent les Américains. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va. J'essaie de me laver de cette humiliation aussi. Là. Ça a été un peu dur. T'étais en Angleterre ou pas? Dans l'Angleterre du canal Saint-Martin, ouais. Ah, ok, d'accord. Presque pareil. D'où le nom Bobo. Ouais. Et puis last but not least, Mickaël Siani est avec nous. Salut mon Mika. Est-ce qu'on peut se tutoyer ou pas? Ou tu veux que je dise où? Tu m'as jamais vous voyez donc. Okay. Ah, vous connaissez? Je connais un petit peu. Alors on apprend des trucs là. Un petit peu. Il connaît tout le monde. Hein. C'est l'ami des stars, on va l'appeler quand même. Hein. Il connaît tout C'est le monde. vraiment l'ami des stars. Ça me fait très plaisir, mais ça nous fait tous très plaisir que tu sois là autour de cette table depuis le temps qu'on t'attendait quand même sur cette émission. 4 ans déjà. Ouais, 4 ans déjà, et tu l'entends au public, hein, il y a du monde, tout le monde est content de ça. Mika, là, comme ça, rapidement, si je vous dis Mika Siani, le premier souvenir, la première image que vous avez de lui, Jo? Racing, je me souviens, premier match de Racing. 15 ans, Il jouait quel poste au Racing à l'époque? Il jouait milieu défensif, figure-toi. Donc... Il jouait attaquant. Tu vois, il y a une grande bande de mythos autour de cette table. Un petit souvenir? Lorient, maillot trop petit. J'ai un souvenir de maillot trop serré, tu sais, qui lui arrive au nombril. Je sais pas, c'est une image que j'ai. Il n'y avait pas du double XL à l'époque, non, à Lorient? Non, je devais avoir un cycliste aussi. Ouais. On commence l'émission, on y va les gars. Let's go avec Los Thermos. Vous connaissez le concept de l'émission, on va parler ballon rond avec le plus de sourires possible et en toute franchise. Là, c'est un petit peu la nouvelle rubrique de cette nouvelle saison. Dans la zone, ça s'appelle Los Thermos. On va se mettre un peu à la sauce espagnole. Los Thermos qui veut dire... On dit les termes. On dit les termes, voilà. Objectif, c'est pas de langue de bois. Mika, on se dit les choses franchement, de manière concise. Bref, en soi, tu l'as dit, on dit les termes. Plusieurs thèmes, on commence avec le premier. Los Thermos, sur Christophe Galtier qui signe au Qatar. On rappelle, il a refusé Lyon, il a refusé l'OM. Est-ce que vous trouvez ça bizarre? Pas bizarre. Il a refusé Lyon, il a refusé l'OM. Ou alors il n'a pas répondu. Je sais pas. Donc il ne pourrait pas dire qu'il a refusé, mais en tout cas, il a été sondé, approché. Est-ce que, Bobo, tu trouves ça bizarre? Est-ce qu'il n'y a pas une petite impression qu'il se cache? C'est Christophe Rocancourt, là. Il était parti chercher un peu le Zayo et se mettre à l'ombre. Je pense qu'il en avait besoin, là. Joe? Bon, je pense que c'est ce qu'on appelle un licenciement, une indemnité de licenciement maquillée qui fait que un peu comme Draxler et Verratti. Ouais, voilà, ça arrange bien tout le monde qu'il soit payé là-bas net d'impôts, je pense. Ça réduira un petit peu sa facture en France. Je pense que c'est un bon arrangement entre personnes intelligentes. Voilà. Ok. Mika, est-ce que toi, ça t'a étonné de voir qu'il signait... on parle quand même d'un club, d'un entraîneur connu, reconnu en Ligue 1, qui a fait des gros clubs, passé par Saint-Etienne, le LOSC, le Paris Saint-Germain. Est-ce que ça t'a étonné de voir qu'il quittait le continent pour aller là-bas? Ça va atténuer un peu son départ précipité, entre guillemets à Paris. Après, ça a été... je pense pas que ça a été je pense pas que ce soit une bonne décision pour lui. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il fait un peu ce qu'a fait Laurent Blanc, partir s'exiler pour après peut-être s'empêcher d'avoir. On a fait les meilleurs clubs en France, ok, donc c'est compliqué d'aller sur un club un peu moins réputé, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est s'exiler, essayer de prendre le jackpot. Voilà. Et on l'oublie un petit peu. Et puis, mais après, la difficulté, c'est de pouvoir revenir, parce que ça ne dure jamais très longtemps. Ouais, mais bon, voilà, Laurent Blanc l'a fait en venant à Lyon. Peut-être qu'il recule pour mieux rebondir. On ne sait pas après dans quel état il est psychologique, tu l'as dit, ou même dans son plan de vie. Voilà, il a le droit aussi d'aller chercher l'argent. Il n'y a pas de jugement à avoir. Aucun, justement. Au contraire. Toi, par contre, après, voilà, si c'est un bon entraîneur qui a coaché dans de très bonnes équipes. Je trouve que c'est un peu la facilité. Il aurait dû continuer justement sur cette évolution.
Paris, pour moi, c'est son plus gros challenge. Il aurait dû continuer, un peu comme le fait Rudy Garcia, par exemple. Mais s'il avait voulu faire une pause, est-ce que tu vois, c'est pas finalement le bon intermédiaire de garder un club et... C'est pas une pause. Non, si soit tu fais une pause et que tu te mets de côté du football ou... Après, il n'y a pas si longtemps, il a donné une interview à Canal+, où il dit justement que le banc touche le manque, le terrain lui manque un petit peu. Donc voilà, il avait cette envie au fond de lui de retrouver. Moi, je rejoins un peu Jo, tu vois, sur le truc de c'est finalement le bon arrangement pour tout le monde. Je pense que ça fait des petites vacances de 1 an et demi, à mon avis. Voilà, petite vacances dorées, petite retraite dorée. Reculer pour mieux rebondir. L'Ostermo sur Rudy Garcia à Naples. On rappelle, il a quasiment... C'est pareil, non? Voilà, la bonne transition. On rappelle rapidement le classement de Naples en ce moment en Serie A. 3e à 4 points du leader interiste. Une défaite en 7 journées, alors que l'année dernière, la première défaite de Naples en championnat, rendez-vous compte, c'était en janvier 2023, donc au moment de la 16e journée de Serie A. La saison dernière, ils étriaient Liverpool 4-1, l'Ajax 6-1, et cette année, ils galèrent contre Braga et perdent à domicile contre le Real. Jo, l'Ostermo sur Rudy Garcia à Naples. Histoire d'un échec annoncé. La magie qui a opéré l'année dernière avec Kvaratskhelia, je ne sais pas comment on dit. Bon, je vais dire Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, c'est vraiment à l'image de ce qui se passe aujourd'hui, c'est que un excellent entraîneur va tirer le meilleur de ses joueurs quasiment immédiatement, ou en tout cas sur le moyen terme. Là, ça démarre très mal avec Osimhen, avec Kvaratskhelia, avec Lobotka qui était quand même la pointe basse du milieu, tu vois. Donc, bon, après, il a perdu son défenseur central aussi, Kim Cassini à Munich. Flop aussi annoncé pour toi? Je sais pas, il y a 2 semaines, ils étaient 7e, il était viré la semaine d'après, et puis là, il gagne 2 matchs, il met 4 buts dans les 2 matchs, et tu vois, il fait 4-0, 4-1, je crois, un truc comme ça, et là, ils sont 3e. Donc, à voir, Spalletti, quand il est arrivé, ils lui ont piqué sa voiture, et, tu vois, ils lui ont rendu son volant 2 ans après. Finalement, il finit champion. Moi, je ne sais pas si c'est un échec annoncé. Je trouve que c'est toujours... Moi, je suis un peu partisan de donner du temps au temps en général. Il vient d'arriver. À la Roma, il avait quand même fait des bonnes choses. J'attends de voir avant de le condamner directement. Mika, je te vois. Qui c'est? Ouais, je suis d'accord. Faut laisser du temps. Après, la difficulté pour regarder ça, c'est que Naples, la saison dernière, a fait une saison exceptionnelle. Donc, c'est de faire la même chose. Déjà, c'est un exploit. Je pense que c'est un coach... qui connaît bien le championnat italien maintenant, qui a fait ses preuves, donc laissons-lui le temps. Ok. Attends, j'ai une question. Est-ce que pour vous, c'est pas trop haut Naples pour Rudy Garcia? Vraie question. Pour moi, oui. Pour moi, il y a pas de... Non, en termes de pression, certainement. Oui. Surtout une saison après un titre, le premier depuis... Parce que Rome est quasiment... c'est le même statut. Après, l'engouement, certainement, autour du club est peut-être différent, mais Naples n'est pas une équipe qui va jouer les titres tous les ans. Mais là, justement, c'est le mauvais timing, alors. Bah oui, c'est pour ça. Mais c'est ce que tu disais un peu. Tu vois. Quand tu gagnes pas depuis autant de temps, c'est compliqué de confirmer l'année d'après. Et quand tu perds quelques cadres... C'est pas les titres partir, c'est un génie. Ouais, bien sûr. Hein. Il part en amateur. Puisqu'on est sur les entraîneurs, l'Ostermo sur Will Steele. Mika, je sais que tu l'as beaucoup côtoyé, surtout l'année dernière, en regardant et en commentant les matchs de Reims. On rappelle, Reims 3e à 1 point du leader monégasque, qu'ils affrontent d'ailleurs ce week-end, samedi soir, lors de la 8e journée de Ligue 1. Ils ont battu le LOSC à Pierre-Mauroy, le LOSC qui n'avait plus perdu depuis plus d'1 an à domicile. Ils ont battu Lyon. Ce sont tout simplement les meilleurs résultats rémois depuis près de 50 ans. Will Steele à Reims, qu'est-ce que tu en penses, mon Mika? La continuité de ce qu'il nous montre depuis la saison dernière. Coach joueur intelligent dans ses choix, dans son approche auprès des joueurs, auprès même de nous les médias. il est très fort, il parle bien, il est jeune, il comprend les joueurs. Je pense qu'il est très proche aussi d'eux, ça c'est très important. Ça c'est quand même un truc de fou. Il a 30 ans, donc son capitaine, Younis Abdelhaïm, qui vient d'avoir ses 36-37 ans, c'est assez parti. Toi, tu aurais pu t'imaginer avoir 32 ans, avoir un coach de 30 ans, ou même avoir l'âge d'Abdelhamid et d'avoir un coach bien plus jeune que toi? Après, je pense que la légitimité dans ça, c'est les résultats. C'est la façon de travailler, c'est d'avoir des résultats, d'avoir un fond de jeu sérieux, un projet sérieux. Cohérence. Et une cohérence dans... Et après, voilà, ça, à 30 ans, je trouve qu'il il a une maturité, sa façon de parler, sa façon de s'imposer devant ses joueurs, la façon dont les joueurs le regardent quand il parle plusieurs langues, je trouve que c'est un mec génial. Ouais, après, je vais vous demander votre avis à tous les deux, mais quand on est joueur, c'est toujours une question que je me suis posée, qu'est-ce qu'on demande en priorité
à un coach? C'est là, tu parlais de projet de jeu, tu parlais un petit peu d'animation, de tactique ou de plaisir. Est-ce que c'est tout bête, mais de la franchise, de l'honnêteté, de la communication? C'est très difficile. Ouais. Je suis actuellement dans ce domaine. Coach, parce que je suis coach et gérer un groupe de 25, 28, 29 joueurs, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Il faut savoir que peu importe le coach, peu importe l'équipe, on ne fera jamais l'unanimité. Donc il y aura toujours des joueurs qui te verront comme la mauvaise personne, ou il y en a qui ceux que tu prêtes pas. Voilà, moi, j'ai été dans des équipes où j'adorais le coach. Enfin, j'adore. J'appréciais beaucoup le coach et d'autres joueurs ne l'aimaient pas, et vice-versa. J'ai adoré travailler avec Gourcuff, par exemple. Pourtant, Gourcuff, peu de monde arrive à le comprendre parce qu'il est très... Et puis il peut être clivant, c'est vrai. Et on a du mal à le cerner, mais moi, je me suis entendu parfaitement avec lui. C'est cette personne-là qui m'a lancé. Et il peut y avoir certains joueurs qui n'ont pas du tout aimé son approche. Après, tout dépend le lien que le coach a. Et pour un coach, c'est important je pense, d'avoir une discussion régulière avec certains joueurs. C'est comme un agent. Si l'agent il est là que pour placer le joueur, il l'appelle jamais, il le calcule jamais, le joueur il va pas être satisfait. Là, le coach, c'est un peu la même chose. Il faut être présent, lui expliquer pourquoi, lui expliquer ce qu'on attend de lui, etc. Donc de la communication, de la considération un petit peu. On en parle souvent ici. C'est mon approche, c'est que je me dis qu'on a fait à peu près tout ce qu'on aurait pu inventer en termes tactiques, quasiment. Sur le physique, c'est pareil. Tu vois, on est sur des avancées extraordinaires. Et pour moi, l'avancée qu'on voit en ce moment, c'est l'avancée psychologique, tu vois. Et comment gérer un groupe, manager un groupe. Et tu te rends compte que tu as des joueurs qui sont passés par des échecs terribles et qui explosent après sans raison. Ou peut-être que toi, je sais pas, tu n'aurais jamais explosé sans avoir rencontré Gourcuff, par exemple, tu vois. Effectivement. Et il y a toujours ce côté... Alors, avant, on appelait ça le facteur chance. Et je pense quand même que tu peux réduire ce facteur chance en apportant de la psychologie, en apportant beaucoup de choses comme ça, tu vois. Et vous aussi, l'accompagnement. Vous aussi, c'est un super exemple. Voilà, exactement. Et a fortiori sur de la dynamique de groupe. Parce que moi, je suis conquis par le perso sur sa manière. Tu vois, il y a un truc qui transpire l'empathie et t'as l'impression qu'il y a quand même quelque chose de l'adaptabilité où il comprend le groupe et pas que, tu vois, les sommes d'individus. C'est pas juste une somme d'individualité, c'est un truc de pouvoir gérer les égos, pouvoir dire les choses quand il faut. Tu vois, je me rappelle de ça l'an dernier quand il fait son speech avant le match à Paris. Tu vois, il y a un truc où il parle vrai. Et je pense que tu embarques un groupe quand tu parles vrai, et peut-être qu'il y a des moments où il va décevoir un tel ou un tel, mais le fait de la dynamique de groupe, je pense que c'est le next step, tu vois, dans la gestion. Pas comme Hervé Renard, différemment d'Hervé Renard, tu vois. Non, mais parce qu'il est plus jeune, il est dans l'air du temps, j'ai envie de dire. Le football a évolué, il arrive à s'adapter à ce que... Le football a changé. Non, mais c'est exactement ce que tu disais, tu as utilisé le terme, j'ai un petit peu l'impression, il s'adapte en fait. Il s'adapte à sa société, au football d'aujourd'hui, il s'adapte à son groupe, et puis il arrive, en fait, il considère le moindre jeu. Je pense qu'il y a l'apport de son frère aussi, tu vois, sur le... Ouais, il vient d'arriver. Non, mais tu vois, sur le truc de... Tu travailles en famille, il y a un truc qui est assez intéressant. Sur, on disait, un peu de la modernité qui était analyse vidéo, football manager, tu as un truc quand même qui est... Je sais pas, quand on voit ce que Toulouse a fait l'an dernier, et on a l'impression que ça confirme en tout cas des tendances sur la manière de percevoir des groupes quand tu as moins de moyens, comment tu construis ton groupe. Donc Will Steele, excuse-moi. Oui, j'adore. Et il a dit quelque chose d'intéressant dernièrement, je ne sais pas si tu avais suivi, il avait dit que s'il demande à Ito, par exemple, de foncer dans le mur, il sait qu'il ira. Ouais. C'est incroyable ce qu'il dit. Et ça veut tout dire finalement, ça veut dire que le joueur est prêt à tout pour son coach. Alors, peut-être pas dans le vrai sens, mais en tout cas, les joueurs sont à l'écoute de leur coach et... Ça se voit, ils sont troisième, deuxième. Ils sont deuxième ex aequo et ils reçoivent l'AS Monaco demain soir. Mais tu parlais justement de communication, de considération. Je pense aujourd'hui c'est ce qui fait la force de Reims. Il n'y a pas de joueur phare comme il y a pu avoir la saison dernière avec Balogun, mais il y a un collectif assez exceptionnel et on a un peu cette impression qu'il remplace un joueur, il en met un autre, et bien ce sera le même résultat à la fin. Rapidement, Joe ou Bobo, Will Steele, vous le voyez un petit peu entraîner une équipe un petit peu plus je le vois partir directement un gros club comme un Deserbi, tu vois, dans un club intelligent, innovateur, à l'étranger. Peut-être un truc, ça peut être un truc italien, une Fio ou un truc avec un peu plus de moyens et un peu plus d'ambition. Ouais, j'espère en tout cas un truc comme ça pour lui. Il mérite en tout cas, de fou. Bundesliga, tu vois, là, sur la mentalité, c'est quand même l'école belge, c'est un truc où je trouve qu'il y a des passerelles qui sont assez intéressantes dans la gestion des jeunes aussi. Bravo. De quoi?
Ok, oui, c'est le futur grand. On verra ça. On verra s'il va finir sa carrière, sa saison. Sa carrière, sa carrière à Reims. Il a terminé sa carrière. On s'est un petit peu attardé là sur Will Steele. Rapidement, je voulais qu'on parle de Matistel. L'Ostermo sur Matistel. Il est en train de faire un début de... L'Ostermo, c'est une phrase, non? Ouais, il est en train de faire un début de saison assez hallucinant. 10 matchs et déjà 6 buts, une passe décisive pour le nouvel appelé par l'entraîneur de l'équipe de France Espoir, Thierry Henry. Il a déjà égalé son nombre de buts de la saison dernière. 2 buts en 2 matchs de Ligue des Champions. Et ce qu'il y a de plus impressionnant, c'est qu'il a 0 titularisation depuis le début du championnat. Bobo, l'Ostermo sur Matistel. Je kiffe pour l'instant de ce qu'il montre. Tu vois, l'an dernier, il joue, c'était un peu plus compliqué. Là, à chaque fois qu'il rentre, il marque. À confirmer, mais en tout cas, c'est quand même assez kiffant, tu vois. Il y avait beaucoup d'espoir sur lui, beaucoup de pression, du coup, de partir à Munich en partant de Rennes. Donc, moi, pour l'instant, je kiffe ce que je vois et je lui souhaite de voir ce que ça donne quand il sera titulaire. Mika, tu as marqué à la culotte bon nombre de grands attaquants. Est-ce que voilà, il a déjà tous les bons côtés, tous les atouts du futur grand Matistel? Ouais, complètement. Après, c'est un bel espoir, surtout en plus pour la France. Ça fait penser un peu à Barcola. Mais voilà, c'est un joueur qui est capable de plein de choses. Après, j'ai juste peur qu'en marquant énormément juste sur des rentrées, ça devient juste le joker de luxe. Quoi. Parce que être titulaire, si il est amené à être titulaire et qu'il n'est pas aussi performant, peut-être que son efficacité sera remise en question. Et voilà. Mais aussi, ce qui est incroyable avec Matistel, on va en parler aussi tous ensemble, c'est que Thomas Tuchel voulait le prêter pour lui donner un petit peu plus de temps de jeu. Lui, il a voulu rester justement pour se battre, alors que devant lui, il y a des Thomas Müller, il y a des Gnabry, des Choupo-Moting, j'oublie qui est l'attaquant phare des Harry Kane. Oui. C'est quand même assez exceptionnel et puis fort pour un joueur de son si jeune âge. Ça démontre une énorme force mentale déjà à son âge. Après, c'est toujours pareil. Où tu juges le mec qui se la raconte du mec qui est un champion. Et en France, on a souvent tendance à juger qui se la raconte alors qu'en fait c'est un champion. Moi je pense que c'est le futur neuf de l'équipe de France et sans aucune contestation. Je vois pas trop de concurrence en neuf en équipe de France à son poste. Wai, c'est un profil plus d'espace que Deschamps n'aime pas trop. Et Kolo Muani, je pense que seul en pointe, c'est compliqué. Voilà. Après, c'est mon avis, mais... rendez-vous dans quelques années. J'espère qu'il sera en pointe et que Kolo Muani, par exemple, sera à droite. Tu vois. Ça, c'est un truc qui me plairait beaucoup. Bon, on suivra ça avec attention, avec un œil tout particulier. Matistel qui va donc fêter très certainement sa première sélection en équipe de France Espoir. On entame le premier gros thème, le premier gros sujet de la soirée. On va parler Ligue 1. Lendemain d'une semaine européenne et à quelques jours de plusieurs gros chocs en Ligue 1, on s'est bien sûr demandé si la Ligue 1 était vraiment la Farmer League qu'on nous vend à l'étranger, donc un championnat pas forcément très attrayant et plutôt faible. Est-elle faible? Est-elle plus faible qu'avant? Est-ce que la Ligue 1 c'était mieux avant? On se pose un petit peu toutes ces questions et on se pose cette question aussi en voyant le classement et le top 5 du championnat français que vous voyez normalement là, sur votre écran. Voilà, on voit Brest, Reims, Nice qui sont dans ce top 5. On voit donc Reims qui est donc deuxième ex-aequo, Monaco qui n'était pas forcément dans le top 5 aussi la saison dernière, qui là se retrouve leader de Ligue 1. Marseille, Lens qui trust au niveau des zones de relégation. C'est assez étonnant. Mika, toi tu es un habitué des terrains. Tu suivais le championnat jusqu'à pas si longtemps. Comment tu la trouves cette Ligue 1, ce championnat? Comment tu le trouves à l'heure actuelle ou sur les 2 dernières années? On ne sait pas ce qu'on veut en France. On ne sait pas ce qu'on veut parce que, déjà d'une, la Ligue 1 n'a jamais été estimée comme un championnat qui peut rivaliser qui peut rivaliser dans le top 3, voire le top 4. Ça a toujours été le 5e championnat. Parce qu'on est conscient, et je pense que toute l'Europe est consciente qu'il y a des championnats qui passent avant nous, Allemagne, Angleterre, Espagne, Italie, et ça a toujours été le cas, en tout cas pendant des années. Donc là, je pense qu'on fait beaucoup plus de bruit et c'est pas nécessaire. Okay. Après, c'est peut-être le terme Farmer League qui peut agacer
Après, le championnat, pour revenir à ta question, je disais, la France ne sait pas ce qu'elle veut, parce que quand il n'y a que Paris ou Lyon qui gagnent, on dit que le championnat n'a pas d'intérêt, et que maintenant, il y a Brest et Reims qui sont là-haut. On dit, ah, mais c'est à la fin qu'on paye les musiciens, et c'est à la fin qu'on verra que les gros seront encore en haut, comme d'habitude. Bobo? Je sais pas, on prend des équipes, tu vois, qui ont été un peu bouleversées au niveau des effectifs. Si tu prends Marseille et Paris à l'intersaison, Lens qui a perdu, on en parlait la dernière fois, qui perd Fofana, tu vois, et Openda, c'est quand même des gros changements pour eux. Il faut le temps de s'habituer un petit peu. Moi, je rejoins Mika sur le fait que ça risque de bouger dans les semaines qui viennent. Après, qu'on soit à la traîne par rapport aux autres championnats, historiquement, c'est pas une nouveauté. Si tu regardes le nombre de Ligue des Champions qu'on a ramené en France, comparativement à l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne ou l'Espagne, tu vois. Donc, il n'y a pas de grande surprise. Moi, par contre, je déteste le terme parce que j'adore la Ligue 1 et ça me rend ouf à chaque fois. J'ai envie de m'embrouiller avec les Anglais sur Twitter. Farmer League, c'est le truc que j'ai envie de me taper, quoi. C'est très réducteur, effectivement. Ouais, mais après, ce qui est contradictoire, c'est que les étrangers qui viennent jouer en France, et pour avoir joué en Ligue 1, c'est un championnat très compliqué. Et souvent, le retour qu'ils ont, c'est un championnat très rude, il y a de l'impact. C'est très dur de jouer en France, attention. Hein. Toi, quand tu es arrivé à la Lazio, quand tu as joué en Espagne, qu'est-ce qu'ils disaient, tes coéquipiers de la Ligue 1, du championnat de France? Est-ce qu'ils la regardent déjà ou pas? Il n'y avait pas trop de... après, regarde les gros matchs. Ouais. On va regarder 3 au Serre. Okay. mais comme dans toutes les ligues. Mais comme dans exactement. Même nous, Français, si on n'est pas mordu de foot, on ne va pas regarder Sunderland, voilà. On les embrasse d'ailleurs, Sunderland. Exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a des grosses équipes mais ça reste un championnat physique. Ce qui décrédibilise la Ligue 1, c'est le manque de stars. Forcément, le manque financier, économique, le manque, voilà. On sait ce qui amène les stars. Aujourd'hui, il n'y a que Paris. Finalement, si on avait une ou deux grosses équipes qui étaient capables de faire venir, concurrencer en tout cas Paris sur le marché des transferts, là, forcément, on aurait C'était le BLM qu'on avait, le Paris-Lyon-Marseille, à un moment donné, quand Paris montait avec beaucoup d'argent. Lyon était un peu au top, mais descendait, mais c'était quand même présent. Et Marseille était champion. Mais ça n'a pas suivi derrière. Mais ça n'a pas tenu. Toi, Jo, j'ai un peu l'impression que tu as cette idée-là. C'est-à-dire que, tu dis si je me trompe, est-ce que pour toi, avec les départs de Messi, avec les départs de Neymar, aujourd'hui, tu oses penser que la Ligue 1 s'est appauvrie? Je pense que si tu prends beaucoup d'équipes du haut de tableau cette saison, de la saison dernière par rapport à aujourd'hui, les 3 premiers, ils ont perdu beaucoup de qualité technique en tout cas et de notoriété aussi. Mais en vrai, la notoriété, je m'en fous un peu, tu vois. C'est plus, si tu parles de football, Paris c'est devenu très pauvre. Marseille, c'est dur, tu vois. Ils ont plus ce lien qui était un peu paillette pendant des années entre le milieu et l'attaque. Maintenant, c'est devenu assez pauvre. C'est vraiment le jeu par les côtés avec Klose et ça s'arrête là. Lyon, bon, on va même pas en parler. Mais tu vois, même Lens, je les regarde, ils ont cet influx qu'ils avaient l'année dernière, mais c'est beaucoup plus épisodiquement que ça l'était l'année dernière, tu vois. Donc, je sais pas, je trouve que ça a vachement perdu. Ouais, mais... Après, je pense que la puissance marketing que tu perds en perdant Neymar et Messi dans la perception, tu vois, pour les étrangers du championnat de France, elle est quand même énorme. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a un truc où c'est... À l'étranger, ce sentiment-là, il est renforcé en se disant si tu n'as plus Neymar et Messi, forcément, c'est moins fort. Après, dans le jeu, quand tu regardes les matchs l'année dernière, je sais pas si c'est... Bon, Neymar a été blessé toute l'année, mais je sais pas si avec Messi, c'était forcément mieux dans le jeu. Donc, tu vois, c'est pas sur de la technique, mais c'est plus sur... Moi, je trouve qu'il y a une perception un peu marketing de... Ok, donc, admettons, là, on revient sur le classement de la Ligue 1. On voit le top 5 avec Monaco, Brest, Reims, Nice et le Paris Saint-Germain. Un étranger qui s'intéresse un petit peu de loin à notre championnat, il voit ce top 5, il se dit, ouais, la Ligue 1, elle est flinguée.
Est-ce qu'il ne faudrait pas faire un peu le contre-pied de ça et de se dire, bah non, c'est signe d'un championnat qui progresse. Le PSG qui terrassait tout le monde, tu disais Lyon qui terrassait tout le monde. Aujourd'hui, bah voilà, il y a une concurrence qui est en train de s'installer. Et Reims, Monaco, Nice a su s'adapter un petit peu. On sait que c'est beaucoup trop tôt déjà pour tirer des conclusions et dire que c'est voilà. Lorient a fait. Les semaines, ça change les Lorient a fait la saison dernière pendant 8-10 matchs, ils étaient au top et derrière ils finissent. Oui, dans le top 10. Ça veut pas dire grand-chose. Ce qui manque à la Ligue 1, c'est du spectacle. Ce que vont regarder les étrangers, c'est du spectacle. À partir du moment où tu perds Neymar, Messi, forcément pour eux, même s'ils ne regardent pas les matchs, il n'y a pas de spectacle. Il y a qui à Brest, il y a qui à Reims, c'est ce qui non, va mais se dire. Il y a deux choses. Il y a le fait que les étrangers se moquent de nous, et je trouve à juste titre, d'avoir sifflé Messi, Neymar, etc. Et même avant, Zlatan, Ancelotti, ce que je trouve, Mbappé. je trouve qu'ils ont raison, parce qu'on ne respecte pas assez l'histoire. Voilà. Exactement ça. Et de l'autre côté, cette notion que tu as connue d'équilibre. On te dit, un 11 en Ligue 1, il faut qu'il y ait de l'équilibre entre la défense, l'attaque, le bloc, équipe, etc. Ça manque un peu de folie. Et les étrangers, les entraîneurs étrangers qui sont arrivés pendant les 3-4 dernières années, ou 4-5 dernières années, Tourelle, Sampaoli, même Tudor, etc., je trouve qu'ils ont apporté beaucoup de choses à la Ligue 1, tu vois. Et quand je vois le Marseille de Tudor l'année dernière, qui était hyper en dents de scie, mais qui était quand même impressionnant, tu vois. Bah, c'était un football un peu total, un peu spectaculaire. Lens, c'était ça. Lens, ça explosait vers l'avant, etc. Il n'y avait plus cette notion de mettre en avant l'équilibre, tu vois. Et ça, c'est... Donc, tu vois, tu as un côté où, mercredi soir, sur Twitter, après la défaite de Paris, tu regardais les commentaires des trucs 4-3-3 ou je sais pas quoi, il y avait que des photos de Neymar et Messi morts de rire, etc. Tu vois. Ouais. Et vraiment, ils ont taillé la Ligue 1 directement, le PSG, mais le PSG, c'est la Ligue 1 aujourd'hui à l'étranger. Donc, tu as ça, et donc, tu as un mec comme Will Steele, on parlait tout à l'heure. Will Steele, il t'amène beaucoup de nouveautés, beaucoup de jeux différents, je trouve, tactiquement, tu vois. Et il s'inspire d'entraîneurs étrangers, pas d'entraîneurs français, au final. Parce que si tu t'inspires d'un entraîneur français, tu vas prendre qui? Deschamps? Je suis désolé, j'ai beaucoup de respect pour le champion en tant qu'entraîneur et joueur que c'est et que ça a été, mais c'est pas le jeu par excellence. C'est pas Guardiola, c'est pas des types qui te font... tu te dis, putain, des Herbies, waouh, le jeu en triangle au milieu, c'est exceptionnel. Ça passe, ça casse, mais au moins, tu vibres, tu vois. Et je disais, pour Luis Enrique, je suis content qu'il vienne parce qu'on retrouve ça. On retrouve quelqu'un qui a le jeu par essence en lui, qui vibre pour le foot, ce que j'avais avec Tourelle, tu vois. Mais malheureusement, il arrive dans une année où l'équipe est un peu crevée, quoi. Donc, voilà. Après, tu vois, là, tu parlais de football spectaculaire et tu parles de Luis Enrique. Mais Luis Enrique, ok, dans le tiki-taka, c'est spectaculaire, mais ça n'a pas forcément de rapport avec ce côté spectacle de Neymar, le côté spectacle de Lionel Messi. Donc, tu vois, ça vient. Mais le déséquilibre, ça apporte le déséquilibre, je trouve. Okay. Enfin, moi, c'est ce que. C'est pas dans l'individualité qu'il parle, c'est collectivement. Exactement. Collectivement, il faut que ça pète, il faut que ça aille dans tous les sens, il faut qu'il puisse avoir des buts, des actions. Et certes, Neymar et Messi peuvent avoir une fulgurance et faire vibrer la foule, mais effectivement, dans le jeu, s'il y a des redoublements de passes, des triangles, des dédoublements, des trucs super bien ficelés, ça peut débloquer des situations, ça peut faire... plutôt que d'avoir un truc... Et aujourd'hui, on le retrouve avec Brest et avec Reims. Officiellement, en fait, Monaco un peu, et Nice aussi, tu vois. C'est pas le hasard que dans ce début de saison, sur les 7 premiers, peut-être c'est ces équipes-là, tu vois. Et Lorient un peu aussi, un peu, avec Fèvre, qui revient bien. Mika, toi, t'as connu la Ligue 1 il y a une grosse dizaine d'années. Tu continues de la suivre, encore, tu es au bord des terrains assez fréquemment. Qu'est-ce qui a changé globalement? Moi, j'ai pas mal de potes qui se désintéressent un petit peu du foot et hormis les matchs de Ligue des Champions, ne regardent plus du tout la Ligue 1 parce qu'ils disent moi, la Ligue 1 d'avant, elle me manque un petit peu. Qu'est-ce qu'il y avait concrètement de différent? Tu trouves toi aussi qu'elle a beaucoup changé, cette Ligue 1? Pas forcément bien ou en mal, mais qu'est-ce qu'il y a de concrètement? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Tu l'as dit, ça fait 10 ans. En 10 ans, bien sûr qu'il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui changent. Moi, j'ai connu des grands joueurs, j'ai connu des Pauletta, j'ai connu des Bakikone, j'ai connu des gars qui ont fait l'histoire de la Ligue 1, qui ont un nom, qui ont fonctionné, avec des équipes qui ont fonctionné. J'étais dans un Bordeaux qui fonctionnait très bien. Ouais. Donc forcément, les gens vont s'identifier à ce qu'ils ont connu dans le passé, de mieux. Par rapport à certains clubs. Aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui,
dans 10 ans, il y en a, ils vont dire je suis nostalgique de Neymar, de Messi, de Mbappé, Kolo Muani ou de peu importe dans chaque équipe. Chaque décennie, il y a forcément des souvenirs qui nous reviennent et plus on est jeune, plus il y a Bobo, toi, je sais que je ne veux pas dire forcément que le niveau était mieux avant. Il y a des équipes qui marcheront aujourd'hui, qui n'ont pas marché avant, et il y a des équipes qui vont marcher avant et qui seront moins bonnes aujourd'hui. Bobo, toi, je sais que tu as ce côté un petit peu nostalgique. Hein. Romantique. Notre romantique. Moi, j'adore la Ligue 1. La Ligue 1, c'est aller au stade avec sa copine. Moi, la Ligue 1, c'est mon championnat préféré, mais il y a un truc tu vois, que tu disais, Mika, tu parlais de Bordeaux, mais tu vois, la disparition ou l'effondrement de certains clubs mythiques de Ligue 1, Bordeaux, c'est... Saint-Etienne. C'est un des records. Potentiellement Lyon aussi. 6-7 titres de champion de France, 8 je ne sais plus exactement. 12, 15. Hein. Non, mais c'est un truc comme ça. Et en fait, quand tu perds un monument du football français, que tu as Lyon qui s'effondre comme ça, en fait, si on dit la Ligue 1 a changé sur les 10 dernières années, c'est aussi dû à l'absence de certains gros clubs qui étaient des références dans le championnat de France. Et aujourd'hui, ça me manque. Moi, je suis nostalgique aussi de ça, des affiches d'un PSG Bordeaux. Tu vois, j'ai fait une finale de Coupe de la Ligue, tu vois, qui avait fini au tir au but, mais qui était incroyable. Je crois que c'était en 2000, tu vois, pour te dire à quel point ça remonte. Mais c'est des trucs qui ont fait aussi marqué l'histoire de la Ligue 1. Et aujourd'hui, ce truc où ça se délite, moi, il me manque un peu mes grosses affiches que j'aimais bien. On arrive à différencier notre émotion par rapport au Paris Saint-Germain des autres clubs de France. Mais moi, j'ai la même émotion avec beaucoup de... J'ai adoré Lyon à une époque, même s'il m'agaçait, parce que c'était le concurrent du club que je supporte, mais j'ai adoré Bordeaux, d'avoir un grand Bordeaux, tu vois, celui dans lequel tu as joué, avec Laurent Blanc. Enfin, tu vois, ça a été une équipe de ouf aussi, tu vois. Donc, on a vu le meilleur Gourcuff. Ouais. Donc moi, je suis nostalgique de ça. Et peut-être il manque un peu des stars, des gros joueurs de Ligue 1, tu vois, qui faisaient leur carrière et qui étaient des gros joueurs, pas des mecs qui font un coup pendant 2-3 ans et qui se barrent. J'ai l'impression qu'on était beaucoup plus proche de la Ligue 1 en tant que personne avant. Il y avait beaucoup plus de personnification. Tu t'identifiais beaucoup plus aux joueurs, ils étaient moins loin de toi. Il y avait moins cette barrière des réseaux sociaux, ou je sais pas, ou cette starification peut-être qui a été faite, tu vois. Et j'avais l'impression que moi, plus de proximité. Je connaissais tous les joueurs quand j'avais 20 ans. Je connaissais plein d'histoires sur chaque joueur qu'aujourd'hui, t'as pas, parce que t'as juste Neymar est allé au McDo sur les champs. T'as que des trucs un peu sensationnels qui sont pas forcément intéressants et qui t'attachent pas forcément aux joueurs. J'aimerais pouvoir te dire, putain, j'ai lu un truc sur le latéral droit de Reims là, une histoire de fou. Et tu vois. Mais on n'a plus ça, je trouve, tu vois. Avant, c'était proche la Ligue 1, c'était notre championnat, quoi. Mais il n'y a pas si longtemps, je suis retombé sur un documentaire sur l'histoire du Paris Saint-Germain et on voit Luis Fernandez en bas de chez lui, de son immeuble, filmé par un journaliste qui annonce en direct son transfert et son départ du Paris Saint-Germain. Et je me dis, mais aujourd'hui, mais ce serait impensable, ce serait inimaginable de voir qui était Luis Fernandez, le meilleur joueur, le joueur le mieux payé du championnat. Donc aujourd'hui, Kylian Mbappé qui arrive en bas de chez lui, je ne sais pas où il habite. Bon bah voilà les gars, je vais au Real Madrid et tout. Bon, on va voir. Et il se balade après dans les rues de Paris. C'est un très bon exemple parce que Kylian Mbappé, c'est le meilleur exemple de ça. C'est-à-dire que c'est un joueur exceptionnel. Il n'y a même pas de question. En revanche, l'émotion, il est un peu dans le contrôle, dans la gestion de son image, de sa carrière. C'est un pro, quoi. C'est un footballeur moderne, en fait. Et c'est un peu ça aujourd'hui. C'est un peu trop ça, tu vois. Il y a moins de vrais sentiments. T'as du mal à trouver. Cite-moi 10 joueurs des vrais mecs, tu vois. Il n'y en a pas. Là, j'ai regardé le docu sur Beckham. Il est incroyable, Beckham. Il est hyper simple. Il est génial, tu vois. Aujourd'hui, bon, à part Grealish, qui est énorme, à part Neymar, qui est un mec vrai, qui au moins il y va, tu vois. Qu'on l'aime pas. Il dit des vérités, tu vois. Ibra, il y a eu, tu vois, il n'y en a plus beaucoup des mecs vrais. Mika, à l'époque, s'il fallait dire un truc, il allait le dire, tu vois, par exemple. Je pense, hein, non mais c'est vrai, il me semble, tu vois. Ouais. Il y avait beaucoup plus de liberté, en fait, tu vois. Non, mais après, c'est effectivement, je pense que c'est plus une époque. Ouais, voilà, c'est une époque où les choses étaient un peu plus libres. Les joueurs se sentaient plus libres de dire certaines choses. Là, ils sont tous restreints, ils sont tous... Ouais, il y a peut-être aussi... Moi, il y a cette peur aujourd'hui. L'amplification des choses par les réseaux sociaux, et des fois, souvent maintenant déformées, encore plus d'ailleurs.
Donc c'est peut-être la peur aussi, la crainte des joueurs. Donc fais gaffe à ce que tu dis. mais tu- aujourd'hui. Non, ça va, je suis toujours ça. On parlait de Fernandez tout à l'heure, mais là, tous les mois, il y a une nouvelle rumeur sur Twitter avec des insiders dans tous les sens qui te disent il a signé, il n'a pas signé, c'est commenté pendant 3 mois, 4 mois, il y a des revirements de situation qui se passent que sur Twitter. Et tu te dis c'est la vraie vie, c'est pas la vraie vie, mais avant on avait des personnages un peu plus haut en couleur parce que aussi, tu n'avais pas cette fenêtre-là qui s'ouvrait sur des trucs complètement fantasmés. Tu allais te mettre une tôle à l'époque, tu allais te mettre une tôle, un joueur de foot, il allait se mettre une tôle. Maintenant, c'est sur Twitter, dans les 2 heures, il y a un mec qui l'a filmé. Mais il n'y a pas si longtemps, il y a eu une polémique parce que Neymar est allé prendre un burger au McDo. C'était quand même assez. Ou que Grealish fête la victoire avec les champions de Manchester City. Bah, excuse-moi, oui, il a raison de fêter la victoire, tu vois. Le football, il a changé. Faut dire, le football, il a changé. Bon, on a énormément parlé de choses. Juste, on a parlé du Paris Saint-Germain. Rapidement, vraiment. Messieurs, un petit retour sur la défaite. Tu vas me faire du mal, là. C'est la première fois que j'éteins la télé depuis longtemps. T'as pas fini le match? Le 4e but, quand là, je vois la frappe, je vois les filets qui tombent. Mais tu sais qu'au moment où il frappe, tu sais qu'il y a but. Au moment où il frappe, tu sais qu'il y a but. Je sais. Tu sais qu'il y a but. Alors, qui blâmer? Sur le décalage. Est-ce que c'est Newcastle qui est vraiment. Est-ce que c'est Donnarumma? Est-ce que c'est Luis Enrique? Tu veux vraiment me faire du mal, là. Parce que moi, je veux pas le savoir qui a tort, qui a raison. Je veux même plus en parler. Avec le recul, avec le temps qui s'est passé, vous en voulez à qui? Est-ce que Newcastle était vraiment au-dessus du lot ou est-ce que c'est un mauvais Donnarumma, un mauvais Marquinhos, un mauvais collectif, un mauvais Mbappé, un mauvais Enrique? Quel mauvais Donnarumma? Il a fait 18 arrêts dans... C'est pas Donnarumma. Après, il en sort combien? À Paris, il y a eu trop de fautes individuelles. Trop de joueurs individuellement qui n'ont pas été à la hauteur. Le souci pour Paris, c'est que Newcastle a joué avec une seule personne. C'était l'équipe. Ils ont joué vraiment en équipe. Ils ont fait le pressing. Tout le monde était ensemble. C'était un délire. Il n'y a pas eu de fioriture, il n'y a pas eu de dribble et tout, mais ils ont joué. Rien que dans les noms des joueurs. Il y a un mec qui s'appelle Burn, dans la récupération, dans la projection, dans l'accompagnement, dans le course, dans l'intensité. Ils les ont bouffés. Mec, ils sont dans le rouge à la 92e, les gars, ils font des retours défensifs alors qu'ils ont 3 buts d'avance. Moi, ce que j'ai aimé tactiquement, c'est que les lignes, comment elles étaient, comment les joueurs, on voyait sur les palettes, les joueurs qui sortaient, les couvertures qui étaient effectuées, on a l'impression qu'ils étaient à l'entraînement et travaillaient un schéma tactique. C'était incroyable. Pourquoi ils font pas ça? Spécifique pressing presque porteur, tu vois, un truc basique. Après, les gens, moi, j'ai un vrai problème. C'est que les gens sont encore surpris de ce résultat, tu vois. Genre, moi, j'ai des copains, fans du PSG, supporters du PSG, qui ne comprennent pas que Newcastle gagne ce match, qui ne comprennent pas que Newcastle est meilleur que le PSG. Parce que quand tu gagnes 4-1 un match de Ligue des Champions, c'est que tu es meilleur. C'est pas... Moi, je suis pas d'accord. Ah ouais? Je suis pas d'accord. Pour moi... Beaucoup de personnes ont des fautes, dans le truc. Ouais, pour moi... L'entraîneur aussi, mais voilà. Pour moi, PSG n'est pas... Newcastle n'est pas meilleur que PSG. PSG est meilleur, surtout intrinsèquement, et PSG est meilleur. Sauf que être meilleur ne veut pas dire gagner. Ça veut dire que si tu mets pas les ingrédients nécessaires sur le terrain... Pas meilleur. Moi, je te parle juste du résultat. Oui, sur ce match-là, ils n'ont pas été meilleurs, oui. Mais après, le PSG, Newcastle... Tu prends une équipe avec des moins bons joueurs, mais comme tu l'as dit, qui est une vraie équipe, et genre Reims, tu vois, par exemple, l'année dernière, tu fais ce match, l'équipe de Paris de mercredi soir va à Lens l'année dernière, t'as le même résultat. Ils prennent 3-0. T'as le même résultat. Mais pour la même raison que... ils y vont, tu vois, et ils vont bouffer. Et au milieu, ils se sont fait exploser. Mais ça ne veut pas dire que Paris est moins fort. C'est-à-dire que sur ce match-là, Lens a une intensité beaucoup plus... Moi, je trouve Paris là extrêmement faible. Après, il suffit quand même de regarder les autres matchs de Newcastle en Première Ligue, parce qu'ils ne font pas tous les matchs comme ça. Tu vois, sinon, ils seraient premiers de Première Ligue. Tu ne peux pas faire tous les matchs. Donc ça, c'est déjà la première des nuances. Après, quand tu abordes un match de Ligue des Champions comme un match de Coupe de France contre je sais pas, une R2 ou une R3, Marquinhos qui tend... Le football amateur français. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu arrives et que tu joues en marchant et que déjà à la 10e minute, tu fais des trucs où tu attends le pressing en faisant peut-être tu recules sur un pied en faisant rouler la balle, c'est Marquinhos qui recule sur 10 mètres comme ça. En fait, quel message t'envoies aux adversaires? Tu parles du capitaine? Ouais, je parle du capitaine. Non, je te pose la question. C'est un délire quand même. Tu parles du capitaine. Tu fais une relance sans là où je vois que Paris n'est pas conscient aussi, c'est que sur les relances de Donnarumma,
il y a 3 ou 4 joueurs sur la ligne de la surface. Mais c'est un dé. De Newcastle, ils essaient de jouer à la baballe. Mais ça, c'est un mais surtout que Donnarumma, ça fait quoi? C'est ça. Je vais dire des dingueries, on va se faire ban la chaîne de YouTube. Mais non, mais on est tous d'accord. On est tous d'accord pour dire que intrinsèquement. Regarde cette équipe. Regarde, je hais cette équipe. Je suis supporter du PSG. Je hais cette équipe. Ok, on va arrêter d'en parler. Non, mais en plus, je vais te dire un truc intéressant. Luis Enrique. Pourquoi est-ce qu'il joue en 4-4-2 ce match-là? Enfin, ils disent en 4-2-4, ça n'existe pas le 4-2-4. En 4-4-2, dans ce c'était 4 joueurs offensifs quand même. D'accord, mais c'est des ailiers. Bon, bref. 4-2-4. Voilà. Dembélé et Mbappé, Dembélé et Mbappé, j'en vois pas souvent un des deux défendre. Pourquoi est-ce qu'il joue dans cette formation-là? Mais moi, c'était ma première question. Il essaye. Non, mais je suis d'accord qu'il peut changer à la mi-temps. Au bout de... Et même changer à la 30e. Ils étaient 4 au milieu, les C'est comme dans une bagarre, non? Dans une taboute le plus fort, le plus costaud. Tu perds tout seul contre 4 gars. À un moment donné, à part Lucas, t'es Luis Enrique. C'était costaud comme lui. À partir du moment où t'es Luis Enrique, tu te rends compte du truc, tu mets un peu plus de densité au milieu de terrain. Ouais, ça pour moi, je crois que c'est incompréhensible. Vous voulez pas répondre à ma question? C'est ça. Ma question, c'est pourquoi est-ce qu'il fait, il met cette formation-là, enfin ce 4-4-2 ou ce 4-2-4 pour ce match-là? On va lui demander. Il est avec nous. Parce que son match référence, c'est le Classico où Marseille est exécrable, mais exécrable. Et le 2-0 de Dortmund où Paris ne fait pas un bon match, on l'avait dit, tu vois. Dortmund était catastrophique ce jour-là, tu vois. Et il se dit, bon, bah, c'est la meilleure formule pour mon équipe. Si je gagne 4-0 contre Marseille, et à chaque fois qu'il y a un nouvel entraîneur, il ne se rend pas compte de ça, en fait. Il ne se rend pas compte que la Farmer League, justement, cette espèce de... la puissance que Paris peut avoir en Ligue 1, ne l'ont pas en Coupe d'Europe, tu vois. Et c'est quoi, c'est un complexe de supériorité pour toi? Mais oui, quand tu vois le match de Kylian, tu peux pas... La suffisance. Mais oui, mais c'est ça, 100%. Je sais pas comment te dire. Je sens. On en a parlé depuis 1 mois et demi. Je sens pas. Je pense que c'est une très mauvaise décision ce Paris Saint-Germain-là. Je pense que de ramener les meilleurs amis de Kylian alors qu'il est en fin de contrat, c'est pas possible, tu vois. Inconsciemment, il peut toujours se dire en fait Mbappé. J'adore Mbappé. Vraiment, on dirait pas, mais j'adore. Mais je trouve que inconsciemment, il peut se dire, bah écoute, c'est pas grave. Au pire, je pars à la fin de la saison, tu vois. Et il y a ce côté-là que je vois quand ça se passe mal sur le terrain, ça se voit. Ouais. De se dire que bon, c'est pas grave, au pire je peux partir, je vais au Real l'année prochaine s'il faut, tu vois. Alors que voilà, Dembélé, je suis passionné de l'homme. Le joueur un peu moins. Le joueur un peu moins. Mais enfin voilà, c'est ce qu'on avait dit, c'est tout ce qu'on dit depuis 1 mois et demi. Mais voilà, qu'est-ce que je fais? Je suis triste. Ouais, ça se voit. Ouais, vous l'avez senti. L'ambiance est devenue. Mais non, mais c'est triste quand c'est ton club et que t'es même plus déçu parce que tu t'y attends en fait. Moi, c'était plus que de la déception. Je t'avoue que l'humiliation m'a fait mal. Hein. Okay. Ça fait longtemps quand même que j'avais pas eu des déceptions parce qu'on est naze. L'année dernière, il y en a eu plein des matchs. Mais là, de te faire laver comme ça, je te jure, j'avais vraiment... c'est plus que le seum. Tu vois, t'as un truc, tu t'es fait c'est pire que le 3 avec le triplé de Karim Benzema. Mais c'est bien pire. Franchement, c'est bien pire. Parce que même en phase de poule. Pas du tout. Je suis pas d'accord avec ça. Non, mais c'est bien pire dans ce sentiment d'impuissance, tu vois, sur là, le 3 avec le Real. T'as un truc, t'as le seum parce que tu fais pas le match qu'il faut et à un moment, ça tourne. Non, tu fais le match qu'il faut, mais à un moment, tu te caques dessus. Ouais, mais à partir du moment où il y a l'égalisation et que tu te fais dérouler, c'est là que tu fais pas le match qu'il faut. Michael, c'est dinguerie. Oui, quand on évoque le Paris Saint-Germain, on peut en parler très longtemps. Tu vois, d'humiliation, moi, c'est sur le terrain, tu vois, je pense que c'est plus honte. Peut-être t'as du mal. Bah oui, mais c'est ça. J'ai plus honte contre le Real que contre le Bayern, où tu arrives à 15 derrière, etc. au parc. On fera une émission spéciale Paris Saint-Germain qui durera à peu près une semaine. On aura, mais voilà. En tout cas, cette défaite, elle laisse des traces. Je pense que ça allait pire que la sécurité. On a plusieurs hommes à terre. Oh là là. Le football, il a changé. C'est fini. J'avais assez de cette bande de racailles. Les meilleurs, c'était des Noirs et des Arabes.